Kawashi. Judoka voyageur, Mikinosuke Kawashi se fixe à Paris en 1935. Le judo français tient son homme providentiel et ne le sait pas encore. Kawashi, en tout cas, était conscient de ce qu'il faisait. Et j'ai toujours dit qu'il y avait deux Kawashi. Le grand, qui a fait le judo français, le judo européen, et qui a permis au judo de rayonner dans le monde. Et ça, il l'a fait beaucoup plus que les Japonais au début. Parce qu'il y avait eu Koizumi en Angleterre, il y avait eu d'autres experts qui étaient venus à travers le monde. Ils n'ont jamais été qu'intimistes d'une certaine façon. Ils étaient de bons judokas. Mais ils n'ont pas su irradier et avoir le coffre. Kawashi, quand on lui pose certaines questions, quand on arrivait crevé parce qu'on avait fait compétition, etc., et quand on disait qu'on était comme ça, et comme disait Coquille, quand on cherchait un bateau sur le trottoir pour monter la jambe, pour que j'en ai moins d'efforts à faire, on arrivait plein, on se cherchait une indulgence quelconque auprès du vieux maître. Trop alcool, trop d'âme. C'était tout. Trop alcool, trop d'âme. Et enfin, le sommet du zen, tout préparé avant, jamais préparé pendant, tout doit être prêt. Et puis, jamais expliqué. Si capable de comprendre, pas nécessaire expliquer. Si pas capable de comprendre, pas nécessaire expliquer. Moyennant quoi, il avait aussi des défauts qui tenaient de ses origines japonaises, parce que les Japonais sont très joueurs, vous prendrez ce que vous voulez de ce que je dis. Il était quelquefois assez vaniteux et assez susceptible. Mais, d'autre part, il ne faut pas que l'on me fasse dire ce qui n'est pas, ça a été un très bon combattant universitaire, il a voyagé à travers le monde, et il a toujours eu sur le plan personnel beaucoup de courage. En plus, il aimait beaucoup la France, il a voulu être enterré en France, et ça a été quand même, pour moi, un maître. J'ai dû confirmer ma ceinture noire, j'ai rencontré 10 adversaires en ligne, j'ai eu beaucoup de chance, je les ai battus en 2 minutes et quelques, c'était les meilleurs de l'époque. Et le professeur Kawashi a trouvé que c'était pas bien, qu'il s'était laissé trop faire, alors il les a fait recommencer et je les ai battus en un peu moins de temps. Il m'a plus parlé pendant 6 mois. Avec un copain à moi, on répétait, et puis sur un premier de bras qui était quand même, c'est pas un mouvement terrible, je me suis pris le pied dans le tatami qui était décousu. Alors je me suis déboîté les 2 genoux. Alors c'est Kawashi qui m'a remis en état, parce qu'il m'a dit à chaque mouvement brutal, vous allez vous démettre les genoux. Alors il m'a montré comment les remettre moi-même. Et alors surtout, il me disait, pas médecin, hein, pas opération. Et il avait raison. Sans avoir l'air de rien, il voyait tout le monde, il regardait, il notait les fautes et tout ça. Quand il y en avait 2 qui s'énervaient, il faisait comme ça, puis il disait, pas ça, mauvais mental. Alors c'était, on en plaisantait, mais il avait bien raison, parce qu'au moins il savait diriger son club. Le système des ceintures de couleur a été un système capital. C'était la descendance normale de son enseignement en français. Si vous venez faire du judo, si en plus il faut que vous appreniez une langue étrangère, alors vous n'en finissez plus, vous vous découragez. Mais si vous venez dans un pays où on vous apprend dans la langue du pays et qu'en plus de ça, très rapidement, vous allez obtenir le 1er grade, puisqu'il avait créé donc les ceintures jaune, orange, vert, bleu, marron, avant la ceinture noire, eh bien c'est grâce à ça que le judo s'est développé. Évolution. Après la guerre, ce qui a fait, je crois, le fantastique développement, c'est le nombre de professeurs. Car dès qu'on était ceinture noire, on ouvrait un club de judo. C'était un moyen de gagner sa vie d'une part, et puis c'est un moyen de transmettre un amour, de transmettre des choses que l'on savait à d'autres. Et il y a eu, entre 1947-48 et 52-53,
quantité de clubs qui se sont ouverts dans toutes les villes de France, à l'étranger. C'est des professeurs français qui allaient à l'étranger, qui allaient dans ce qu'on appelait nos colonies à l'époque. Et il s'est ouvert des centaines de clubs, je crois, je n'ai pas le nombre dans la tête, mais des centaines de clubs. Dès qu'on était nommé ceinture noire, premier dan, on ouvrait un club de judo. Et comme ça, on voyait fleurir partout judo club, judo club, judo club, etc. Et là, ça a été un développement absolument fantastique. Les professeurs ne gagnaient pas beaucoup d'argent, les professeurs de judo. On ne gagnait pas beaucoup d'argent. Absolument pas. Hein. Je ne crois pas que quelqu'un ait fait fortune, n'est-ce pas? Pendant les 2 premières années, j'ai peut-être sacrifié le côté sportif parce que mon objectif, je ne sais pas si j'avais raison, hein, et je ne voudrais pas me permettre de juger maintenant, mais mon objectif, c'est de dire si on a de bons éducateurs, on aura donc des associations et à partir de là, le judo se développera. Et le côté sportif, on le travaillera après. Je crois que la force du judo par rapport aux autres disciplines, qu'on avait surtout 20 ans en avance, surtout au niveau de nos structures. La chance qu'on a eue, c'est qu'à cette époque-là, la seule discipline qui avait des écoles de sport ouvertes dans la journée, les jours où les enfants n'avaient pas cours, c'était le judo. Nous avions pris comme méthode, de faire de la formation. Parce que la formation, j'ai toujours été très passionné de formation dans tous les domaines. Et au départ, dès le départ de ma présidence, nous avons conçu déjà les embryons de méthodes pédagogiques et de façon à ce que nous n'ayons pas de problème de cadre par la suite. Et je peux dire que vraiment le judo français est un des rares sports où les problèmes de cadre ne se posent pas d'une façon aiguë. Hein. Il y a bien des fédérations où on manque terriblement de cadres. En judo, non. Bon. Quand je suis rentrée à la fédération, il n'y avait pas 20 000 licenciés. Quand je suis partie, il y en avait 400 et quelques mille. Je crois aussi que le judo est un dénominateur commun dans beaucoup de familles françaises. Parce que si on reprend notre histoire, 50 ans d'histoire, actuellement nous avons 5400 clubs, nous sommes un demi-million d'adhérents à l'heure où je parle maintenant, mais ce sont plusieurs millions de personnes qui sont passées dans nos clubs depuis 50 ans. Et je crois que maintenant, c'est peut-être l'explication du changement médiatique de nos résultats sportifs, c'est que maintenant chacun s'est senti un petit peu concerné par un sport qu'il pratique ou qu'il a pratiqué. Document. Ces images datent du début du siècle. Elles ont été tournées au Japon. Une occasion de constater la pérennité de l'enseignement des katas. Rien n'a changé, ou presque. Pendant la guerre de 14, des distractions sont organisées sur le front pour soutenir le moral des troupes. Voici une démonstration de judo effectuée par des tirailleurs sénégalais. Quand et où ont-ils appris cette discipline? Cela reste un grand mystère.
ceinture noire. Monsieur Cotreau. Depuis Jean Cotreau, première ceinture noire française en 1939. 70 000 judokas environ ont été formés ceinture noire. C'est dans ce vivier que le judo français trouve sa grande force. Aucun autre sport ne peut se prévaloir d'avoir autant de dirigeants, cadres techniques, arbitres, entraîneurs avec une telle compétence. D'autant que les uns et les autres reçoivent ensuite des formations spécifiques et complémentaires, dispensées notamment par le Collège des ceintures noires. On était intronisé ceinture noire, reconnu par ses pairs. Il y avait une notion de mérite partagé et de communion. Ça, il faut bien le reconnaître comme ça au départ. Ça, je parle des années 50. J'ai dit ensuite que des années 50 à 60, on passait à l'installation. Et je ne vais pas dire que maintenant on va à l'institution complète, on y est déjà depuis pas mal de temps. Mais incontestablement, il y avait cette notion qui jouait. C'est-à-dire qu'on faisait partie à la fois d'une élite, d'une secte au bon sens du terme, d'une église presque, et que dans le chemin que nous parcourions ensemble, il y avait à découvrir un but qui, sur le plan humain, dépassait presque nos simples vies ou nos destinées. Ça, c'est incontestable. Quand j'ai commencé le judo, mon professeur, il y avait des feuilles tout prêtes. Il dit, vous voulez faire du judo, c'est bien. Enfin, à peu près les paroles. Il dit, vous allez me dire pourquoi vous voulez faire du judo et l'écrire. Alors j'écris pourquoi je voulais faire du judo. Et il ramassait ça. Et quelques temps après, c'est-à-dire quand je suis devenu ceinture noire, il m'a sorti mon papier. Il m'a dit, voilà ce que vous avez dit. Et je lui ai dit, moi, c'est pour me bagarrer. Ah, c'est... Il dit, votre mental a changé. Ah oui, j'étais ceinture noire. C'est fini, j'étais une bagarrer. Ah, si je n'avais pas été ceinture noire, je n'aurais pas eu du tout cette vie-là. Moi, je suis parti juste après la guerre, développé en Belgique, ensuite en Hollande, ensuite à Cuba, grâce au déclenchement du judo à Cuba, dont aujourd'hui vous avez vu la valeur des Cubains, ils sont dans tous les coups. Eh bien, à partir de ce développement-là, immédiatement avec la méthode Kaveshi, toute l'Amérique du Nord et du Sud s'est enflammée. Au bout de 2-3 ans, ils ont créé la Fédération panaméricaine. D'ailleurs, à l'époque, ils ont envoyé une équipe panaméricaine pour se battre en France et aussi en Europe. On a pris également une position, ne dirigeront le judo que ceux qui connaissent le judo. Ce qui a amené les statuts de la fédération à ne prendre au comité directeur que des ceintures noires, sauf de très très rares exceptions. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent du judo, qui dirigent le judo. Ça aussi, c'est normal, mais exceptionnel. Je crois qu'en ce qui concerne l'association des ceintures noires, il faut rendre hommage aux pionniers qui l'ont fondée, c'est-à-dire qui n'ont pas fait seulement des structures, mais qui ont fait une association amicale. Bien entendu, ensuite, il faut parler de Jean-Lucien Jazarin, qui, contre vents et marées, a défendu le collège et l'esprit du judo. Et je crois que je suis à la fois l'héritier de tous les présidents qui m'ont précédé, et en même temps le garant d'une certaine tradition qui doit à la fois ménager l'histoire et la modernité. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la fameuse ceinture noire en question, c'était à ce moment-là un aboutissement. On s'est aperçu assez rapidement que c'était, au lieu d'être une fin, un commencement, et qu'il y avait beaucoup plus de recherches dans les années qui suivaient la ceinture noire que dans celles qui la précédaient. Mais enfin, à ce moment-là, il y avait cet élément à la fois physique, mais mental, et aussi mystérieux. Le nombre de ceintures noires a aujourd'hui un peu dilué le prestige considérable qui s'attachait naguère à sa possession. Dans les années 50, un membre du comité directeur reçut même une lettre qui portait la simple mention « Jean Devarieux, la ceinture noire du Havre ». Et s'ils ne sont pas dans les 300 premiers ou 400 premiers, je ne les invite pas. Les pionniers, il m'en faut 40 les plus anciens qui s'occupent, qui sont encore Tous les ans, autour de Maxime Chalier, se réunissent les plus anciennes ceintures noires. La bonne humeur y est toujours de rigueur, même si l'évocation traditionnelle des pionniers disparus est un moment d'émotion partagée.
On évoqua beaucoup ce jour-là le souvenir de Pierre Martel, chantre et mémorialiste du judo dans la revue fédérale qu'il dirigea et anima dès sa création. Document. Premier championnat du monde à Tokyo, 1956. Ces images n'ont jamais été vues en France, on se recueille. Henri Courtine obtient la 4e place, Bernard Parizet est quart de finaliste. Un autre Européen commence à faire parler de lui, Anton Gesing. Et on retrouve le même au-dessus, largement au-dessus des Japonais. Paris 1961. Les meilleurs judokas japonais, maîtres de la spécialité, étaient à Paris pour des championnats du monde disputés pour la première fois loin de leur tatami natal, traduisez tapis. Ils étaient favoris bien sûr, mais un grand diable de Hollandais battait Kaminaga puis Koga en demi-finale. Le Hollandais, champion d'Europe, affrontait donc en finale le 3e japonais, Son, tenant du titre. Il a 27 ans, il s'appelle Anton Gesing, il mesure 1,98 m et pèse 108 kg. Sa puissance et son allonge allaient être pour lui des atouts déterminants. Gesing allait détruire une légende, celle de l'invincibilité de la technique. Par Okuri, suivi de Katamasa, autrement dit par un 7e de hanche qui désarçonnait Son, suivi d'une immobilisation, Anton Gesing allait créer la grande surprise en remportant ce championnat du monde de judo. Tokyo 1964. Je perdais à ce moment du combat par Wazari. Et Okano a voulu me faire une technique au sol que moi j'ai voulu contrer, c'est-à-dire qu'il s'est mis en dessous. Et ben voilà, j'avais le kimono qui était engagé sous la gorge. J'ai essayé de tenir, mais là j'ai pas pu tenir jusqu'au bout des 30 secondes. Je me suis évanoui avant. Voilà. Et j'ai vu la suite au cinéma après, parce que j'étais dans le potage. Alors quand il bat Kaminaga en finale, il le bat 2 fois d'ailleurs. Il le bat dans les éliminatoires, et puis c'était pas prévu, mais ça a gêné quelque part les Japonais que Kaminaga soit pas en finale. Alors on modifie en cours de route le règlement de cette catégorie-là aux Jeux Olympiques pour repêcher Kaminaga, on le remet dans l'autre tableau et après il va en finale. Donc Gesing le bat 2 fois. Et il le bat la 2e fois au sol,
amené au sol sur une technique et puis il fait Munegatame. Alors je suis dans les tribunes avec tous mes amis français. On voit d'abord, moi j'ai une image, c'est les petits universitaires japonais avec leur col Mao, tout de noir vêtu, qui comprennent pas. Et alors, comme on comprend quelques mots en japonais quand même, on les entend dire « Mais, maître Kaminaga, relevez-vous, relevez-vous ». Ils ne comprennent pas qu'il est là cloué au sol par quelqu'un et que pendant 30 secondes, il ne va pas bouger. Alors ça, ils ne peuvent pas comprendre parce que c'est un maître, c'est quasiment un demi-dieu. Kaminaga au sol qui ne bouge pas, c'est pas possible pour eux. Et alors après, évidemment, ils s'en rendent compte et il y a le hippon de... Et là, alors c'est l'effondrement, tout le monde pleure. Et le lendemain, c'est vrai, Matsumoto, qui est entraîneur de l'équipe du Japon, se fait tondre à ras les cheveux, parce que c'est comme ça. On a un échec, on le montre à la face du monde, on est mauvais, on n'a pas été bon. Donc c'est plus le harakiri qu'il aurait fait il y a 50 ans avant, mais c'est sa façon à lui de montrer ça.